Garder une bonne alimentation pour nos enfants, c'est très important pour qu'ils aillent bien. Quelqu'un qui va bien, c'est en général quelqu'un qui mange bien et vice-versa. Lorsqu'une maladie neuromusculaire rend difficile chaque mouvement ou déplacement, l'alimentation peut être gênée par des difficultés multiples. L'obésité comme la dénutrition pouvant être à l'origine de graves complications, et chaque cas étant particulier, il est important de commencer par s'entourer de toutes les précautions thérapeutiques nécessaires. Néanmoins, la prévention peut éviter un bon nombre de problèmes, alors ne la sous-estimons pas. Les déséquilibres nutritionnels, que ce soit le surpoids ou la dénutrition, sont particulièrement dangereux chez les patients atteints de maladies neuromusculaires car ils sont à l'origine de complications graves qui sont de 3 ordres. Orthopédiques, l'enfant dénutri comme l'enfant obèse peut se déminéraliser. Sur le plan cardio-pulmonaire, parce qu'un patient trop gros ou trop maigre respirera mal et risque de s'encombrer et d'infecter ses poumons. Et enfin, sur le plan cutané, aussi bien les patients obèses que les patients dénutris risquent d'avoir des érosions cutanées qu'on appelle des escarres et qui sont très difficiles à soigner. Si vous avez une maladie neuromusculaire et que vous avez perdu de la force, c'est-à-dire si vous avez beaucoup maigri, vous n'avez plus de force même pour faire les choses élémentaires. Et puis l'autre chose qui est l'inverse, c'est que quand vous n'avez pas beaucoup de force et que vous êtes gros, vous avez plus à peser. Donc tous les gestes sont plus difficiles. La prise en charge ne va pas guérir, mais améliore beaucoup la fonction, la vie et la durée de la vie même. Il y a toujours quelque chose à faire. Et toujours quelque chose à faire à tous les âges. Il faut aussi comprendre que bien se nourrir, cela commence tant que possible par un environnement psychologique des plus favorables. Le repas est vraiment un moment très important, aussi bien au niveau de la santé, donc parce qu'il nous apporte énormément, mais au niveau moral aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être fait dans des conditions assez conviviales. Le repas a un rôle de plaisir, de relation sociale, aussi bien que celui de nourrir un patient. Il faut surtout leur donner des moyens de manger des choses qu'ils aiment. C'est très important dans la nutrition, ce qu'on aime. Quand on mange mal, quand on avale mal, si vous n'avez pas quelque chose que vous aimez à manger, vous ne le mangerez pas. Il faut préserver l'autonomie du patient et pour son bien-être aussi bien physique que psychique. Pour cela, on peut adapter les couverts afin qu'il puisse manger tout seul. Personnellement, pour moi, je préfère cette cuillère parce que le manche est plus long. Il y a des couverts particulièrement légers que les patients atteints de maladies neuromusculaires peuvent utiliser, et puis des verres à pied qui sont plus faciles à prendre que les verres ordinaires, afin qu'ils puissent boire. Et enfin, il y a aussi le système du lève-bras qui permet au patient qui a du mal à apporter les aliments de l'assiette à sa bouche de s'alimenter tout seul. Bah, bon appétit mon petit Lolo. Hein. Actuellement, des innovations concernant les aides au mouvement ainsi que des aides techniques pour l'alimentation sont en cours de réalisation. Pour bien manger, il faut bien respirer. Un patient qui ne respire pas bien va mettre toute son énergie à respirer et va refuser de manger. Pour bien respirer, il faut être bien installé. Un patient qui est courbé ne va pas bien respirer et ne va pas arriver à manger parce que ses poumons sont comprimés. Un patient qui a la tête en arrière va faire des fausses routes parce que quand on a la tête en arrière, c'est les voies respiratoires qui sont privilégiées. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien droit et la tête dans l'axe du tronc. Il est très important que précocement on puisse avoir une souplesse des poignets, contrairement
à la souplesse du coude et de l'épaule qui ne sont pas nécessaires à un stade tardif. Il est important, quand les paralysies surviennent, qu'il existe une souplesse permettant de faire ce mouvement de poignet pour lancer la fourchette et prendre les aliments, puis ensuite pour les présenter, la capacité d'avoir le poignet, notamment celui qui présente, suffisamment souple dans cette amplitude qu'on appelle nous la pronosupination et qui permet ensuite, avec une fourchette un tout petit peu adaptée au niveau de la longueur, de permettre l'appréhension de l'aliment. La première phase alimentaire, effectivement, c'est la phase buccale. Quand les aliments arrivent à la bouche, il faut que le patient puisse les maintenir dans la bouche, donc fermer la bouche. C'est un travail d'orthophonie qui apprend au patient, dès le plus jeune âge, à fermer la bouche et à garder ses aliments. Ensuite, il faut que les aliments soient propulsés vers la gorge. Et pour ça, il faut que la langue puisse être suffisamment mobile et puisse laisser passer les aliments. Ce qui n'est pas toujours évident chez les patients qui ont par exemple une grosse langue, comme les patients atteints de maladies neuromusculaires. Pour prévenir les fausses routes, le principe c'est de rendre conscient la partie en fait réflexe de la déglutition. Et pour cela, il faut que l'aliment passe tout doucement dans la gorge afin que le patient puisse détecter le moment où ça risque de passer de travers et arrêter, voire recracher l'aliment si besoin. En cas de fausse route, pour éviter que le patient ne s'étouffe, il faut dégager les voies respiratoires supérieures et ensuite faire une manœuvre qui consiste à appuyer sur le ventre pour faire sortir l'aliment qui est passé dans les bronches. Cette manœuvre s'appelle la manœuvre d'Helmlich. Il est très important pour tout le monde, et en particulier pour les patients atteints de maladies neuromusculaires, de boire beaucoup, pour plusieurs raisons. Pour les patients neuromusculaires, parce qu'ils ont souvent des troubles du transit, ils sont souvent constipés, donc ils ont besoin de boire beaucoup. Et il faut le leur rappeler, parce qu'ils se restreignent souvent pour ne pas avoir besoin de demander d'aller aux toilettes. La deuxième raison pour laquelle il faut qu'ils boivent beaucoup est qu'ils peuvent se déshydrater en période de canicule, et en particulier les patients atteints d'amyotrophie spinale infantile, qui transpirent particulièrement et qui ont besoin de beaucoup d'eau. Ne pas boire assez n'aide pas le transit à fonctionner, on respire moins bien. Il y a aussi les risques, et ça on n'en parle pas beaucoup non plus, mais une personne qui est immobilisée dans un fauteuil se dépense moins et peut faire des calculs rénaux ou de la vésicule. Et il est très important de boire justement pour éviter d'avoir des calculs, et il faut boire 1 litre par jour. Et il faut éviter des choses qui soient trop lourdes à digérer ou qui entraînent des vomissements, par exemple. Une maladie neuromusculaire qui vomit va se déshydrater tout de suite, va perdre du sucre. Et du coup, vous allez perdre toutes vos forces. Donc vous voyez, c'est extrêmement important de faire très attention à des choses très simples. Et quand les gens vomissent, il faut remplacer par du sucre. Donc éventuellement les perfuser, ne pas attendre qu'ils soient très mal pour faire quelque chose. Lorsque l'alimentation n'est plus possible par la bouche, soit parce que le patient est trop dénutri ou trop fatigué, soit parce qu'il avale de travers, on peut proposer d'apporter directement les aliments dans l'estomac, soit par une sonde qui passe par le nez et qui va directement dans l'estomac, soit mieux, directement dans l'estomac par un petit trou qu'on appelle une gastrostomie. La gastrostomie n'est pas irréversible, on peut l'enlever dès que le patient se remet à s'alimenter correctement ou que sa dénutrition est corrigée. S'il est un principe diététique à retenir, c'est qu'il faut manger de tout dans des proportions adaptées à ses besoins. Idéalement, chaque repas devrait comporter un aliment de chacun des groupes suivants. Les produits laitiers comme le fromage, le lait, les yaourts qui contiennent du calcium, il en faut pour développer et fortifier les os. La viande, le poisson, les œufs et certains légumes qui contiennent des protéines et nourrissent les muscles. Les aliments qui contiennent des sucres lents comme le riz, les pâtes, la semoule, le pain, les céréales, parce qu'ils font le plein d'énergie. Tout ce qui contient du beurre ou de l'huile comme les frites, les sauces ou encore le fromage pour entretenir l'enveloppe graisseuse qui tient chaud l'hiver. Les fruits et légumes frais dont les fibres, les vitamines et les minéraux aident à rester en forme et surtout à résister aux microbes. L'eau en quantité pour hydrater tout le corps.
Et pour les petits coups de fouet ou tout simplement la gourmandise, quelques produits sucrés comme le chocolat, les sodas, les gâteaux, à consommer avec modération, bien sûr. En cas de grande dénutrition et quand on n'arrive pas à donner un apport calorique suffisant avec les aliments présents à la maison, on peut proposer des compléments nutritionnels du commerce qui sont très bien faits, qui sont bien équilibrés et qui peuvent être transportés à l'école ou en sortie ou au travail. Ces compléments nutritionnels sont remboursés. On peut en prendre 2, 3, voire 4 par jour, il n'y a pas de souci. Certains compléments nutritionnels ont en plus des nutriments spécifiques du muscle, comme la glutamine, qui est un acide aminé dont le muscle est très friand. Ce muscle en a besoin dans des périodes de stress, comme sont les périodes périopératoires ou les infections respiratoires. Donc il faut en apporter un petit peu plus dans l'alimentation. Ça se trouve dans la viande, mais pas en quantité suffisante. C'est pour ça qu'on propose souvent aux patients, pendant les 2 mois qui précèdent l'intervention, voire 1 mois ou 2 après, de prendre 1 ou 2 compléments enrichis en glutamine pour favoriser la bonne nutrition du muscle et la réparation cutanée en périopératoire. Il y a beaucoup de détails qui sont importants. Et probablement que les personnes atteintes pensent qu'on ne s'intéresse pas assez à ces détails. Mais c'est parce que tous les détails prennent beaucoup de temps. Et qu'éventuellement, ils peuvent demander conseil à d'autres personnes atteintes de même maladie qui peuvent les conseiller sur la manière de manger, de s'installer, de vivre en fait. Dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, même au tout début, un régime sans sel peut être nécessaire. Il est cependant à moduler en fonction des conditions climatiques, comme la canicule par exemple.